Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qu'apparemment des gens ignorent, des délinquants secrets se font et se donnent même de la considération. Nous allons voir avec vous aujourd'hui le thème barrage et responsabilité pénale et responsabilité civile. Mais nous allons citer toutes les catégories des responsables, qu'ils soient actifs, passifs, parce que la loi vous donne des responsabilités et à vous de les assumer. Mais déjà, je vous laisse quelques mots. Bien, à chaque fois que l'on cause un préjudice à quelqu'un, que ce soit à l'occasion de la commission d'une infraction ou pas, on a une responsabilité et cette responsabilité entraîne le devoir, éventuellement avec une décision judiciaire pour celui qui a commis les faits, de rembourser, d'indemniser le préjudice qu'il a causé. C'est ce qu'on appelle des dommages et intérêts. Merci. Alors nous verrons des barrages, qu'ils soient dans des lieux privés, enfin à proximité d'immeubles ou de commerces, des barrages sur la voie publique, mais aussi des barrages dans des endroits qui soient aéroportuaires, maritimes, mais aussi des autoroutes, des voies rapides, que dit la loi, dans des ronds-points, avec des véhicules, avec des natures mortes, j'ai envie de dire, des détritus, la nuit, en des lieux non éclairés, toutes ces responsabilités, qu'est-ce qu'il en court pour chacun? Mais voyons tout de suite, monsieur, est-ce que d'un point de vue juridique, il y a une appellation ou un mot plus correct pour cette notion de barrage? Le barrage, c'est une entrave à la circulation publique. Donc c'est sanctionné pour l'essentiel quand c'est sur une voie pour faire circuler les voitures par le code de la route. Il y a des articles du code de la route qui prévoient que c'est une infraction grave puisqu'elle est sanctionnée de 2 ans d'emprisonnement maximum. Merci. Code de la route. Justement, monsieur le procureur, code de la route, est-il bien dit que sur les autoroutes, et détrompez-moi tout de suite, et voir les routes nationales, que le minimum en circulation, c'est 40 km/h? Je me suis trompé sur l'un des deux ou c'est vrai pour les deux? Non, il y a des routes qui sont effectivement avec un minimum pour circuler, mais ce n'est pas le cas de l'essentiel des voies publiques. D'accord. Nous sommes en tout cas d'accord. Autoroute et route nationale, le minimum, c'est 40 km/h. Non, je n'ai jamais dit que le minimum était 40 km/h. Il n'y a pas de minimum à vitesse sur la plupart des routes en France aujourd'hui. Certaines voies, oui, c'est obligatoire, mais pas celle-ci. Ok, parce que dans le code de la route, on nous apprend justement qu'il faut rouler les autoroutes et les routes nationales. Il me semble qu'en théorie, sont interdites aux cyclistes parce qu'il faut pouvoir rouler plus de 40 km/h. C'est une recommandation, ce n'est pas une obligation. D'accord. Donc, est-ce que vous êtes en train de me dire qu'aujourd'hui, si des gens, au lieu de faire un barrage fixe, font un barrage mobile à 5 km/h piéton ou à 20 km/h en véhicule avec des bus ou n'importe quoi ou agricole, ça c'est pas sanctionnable par la loi parce qu'ils sont pas hors la loi en roulant à 10 km/h sur une autoroute ou une route nationale? Si, sur une autoroute, il y a des minimums, mais ici il n'y a pas vraiment d'autoroute en Guadeloupe. Ce sont des voies rapides, ce sont des grandes nationales assez larges, mais qui ne sont pas sous la réglementation très spécifique des autoroutes. Merci, monsieur le procureur. Donc aujourd'hui, sur les îles, on pourrait dire qu'ils soient Guadeloupe, Martinique, Guyane, sur les routes nationales, on ne peut pas attaquer, entre guillemets, des personnes qui nous mettent dans la difficulté parce qu'elles roulent seulement à 10 km/h. Pour éclaircir déjà ce point. Non, Sur la base de sauf si vraiment c'était un élément de danger, une intention volontaire d'entraver la circulation, là on est dans un autre registre. D'accord. Mais quelqu'un qui ne pourrait pas rouler plus que cette vitesse-là, je pense en particulier à un véhicule qui serait, par exemple, un véhicule vraiment professionnel, qui n'est pas fait pour aller vite, ou un véhicule qui est en panne, on ne pourrait pas reprocher la chose. D'accord, mais on parle de masse aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que la loi dit quelque chose sur les défilés de piétons maintenant? Est-ce que même si c'est autorisé, on a le droit de vous autoriser à marcher sur une autoroute, quel que soit le motif, grève ou mouvement social, route nationale? Parce que là, c'est même plus du 10 km/h, c'est même pas du 3 km/h. En tout cas, les manifestations publiques, qu'elles soient revendicatives, comme ce que vous évoquez apparemment, mais aussi sportives, elles ne peuvent exister, elles ne peuvent être organisées sur la voie publique que si elles sont autorisées. En tout cas, si elles n'ont pas été interdites. Donc elles doivent normalement être déclarées au moins 3 jours avant, pas plus de 15 jours avant, au préfet ou au sous-préfet, selon l'endroit, qui, s'il le souhaite, s'il pense que c'est nécessaire, peut les interdire. D'accord. Donc nous sommes d'accord. Si des manifestants, des opposants, des revendicateurs, des émeutiers
marchent sur des voies, quelle que soit leur motivation morale ou pas, mais n'ont jamais eu d'autorisation pour marcher sur cette voie nationale, aujourd'hui, s'ils ont pénalisé un être humain, ne serait-ce qu'un seul, lui, il est en mesure de les poursuivre en justice. Oui, alors c'est là où on est... Soyons clairs, on est direct aujourd'hui. C'est là où on est à la frontière entre le pénal d'une part et le civil d'autre part. C'est entre le préjudice qui a été causé à la collectivité. Là, on est poursuivi et condamné par exemple à des peines d'emprisonnement ou à des peines d'amende. Et le préjudice qui est causé à une personne qui a subi un préjudice, qui a eu un accident par exemple de la route, et à ce moment-là, on doit lui payer des dommages d'intérêt, c'est-à-dire l'indemnisation de tout son préjudice, le préjudice physique, le préjudice esthétique, le préjudice moral, etc., le préjudice matériel bien sûr. D'accord, mais le préjudice du temps, si c'est un professionnel qui, comme des avocats... ça fait partie des préjudices, bien sûr, si quelqu'un n'a plus été en mesure pendant un certain temps de recevoir un salaire, de pouvoir continuer à travailler, tout ça, ça se paye. Merci, monsieur le procureur. Maintenant, passons aux phases des barrages physiques, immobiles. Est-ce qu'aujourd'hui, la loi autorise à des êtres humains, quelles que soient leurs revendications, à bloquer des voies avec des véhicules, qu'ils soient des bus, des véhicules agricoles, des véhicules touristiques ou des véhicules récupérés à la fourrière comme on voit dans des ronds-points sur des routes nationales ou pas? Parce que là, je ne pense pas que la loi puisse dire qu'on vous autorise à bloquer un rond-point. Non, bien sûr que personne n'autorise ces personnes à bloquer la route. Les blocages de route peuvent être autorisés dans certaines circonstances. J'évoquais par exemple tout à l'heure l'hypothèse de courses sportives, cyclistes ou autres. Bien sûr, on peut comme ça bloquer des parties de voies pour permettre à la course de se produire. Mais c'est dans le cadre d'une autorisation, il y a un encadrement de sécurité, et avec une déviation. Il y a un organisateur identifié, qui a un service d'ordre, etc. Enfin, ce qui n'est pas du tout le cas, bien sûr, de la plupart des barrages qui ont été posés ces derniers jours ici et là. En général. Merci. Donc, nous sommes d'accord, quiconque aujourd'hui, même il ne serait-ce un individuel, a le droit, et vous le dites régulièrement, la loi vous offre 3 ans pour poursuivre ceux qui pourraient être définissables, parce qu'éventuellement, si c'est un mouvement revendicateur ou social, donc ce sont définis sur des médias où se sont revendiqués ou prendre sa plaque d'immatriculation, pour, dans les 3 ans, le poursuivre, monsieur le procureur. C'est même plus que ça, je dirais, parce que les 3 ans, c'est la limite pour le procureur de poursuivre au pénal. Mais pour la personne qui a subi un préjudice, elle a jusqu'à 30 ans. 30 ans, pas 3 ans, c'est 30 ans pour demander des comptes à celui qui lui a causé ce préjudice. Et la raison, elle est assez simple à expliquer. C'est que bien souvent, le préjudice réel, notamment après des soins qui ont pu être très longs, le préjudice réel, après consolidation, par exemple, des blessures, ne peut être établi, ne peut être vraiment déterminé qu'après de longues années. Alors, à ce même titre, parlons d'économie. Si effectivement... non pas des personnes par leur mobilité, on parlait de commerce, donc des personnes qui ont perdu une économie dans leur commerce parce que justement il y a eu des barrages et dans leur élément de preuve, ils ressortent leur bilan économique chaque année sur 5 ans, quelles étaient les rentrées, les mouvements et tout, et qu'on réalise que suite après des mouvements, des blocages, qu'ils soient sociaux, revendicateurs, moraux ou pas, c'est pas là l'objet, vous nous dites régulièrement que la justice n'est pas morale, elle a pas appliqué uniquement le droit, strictement le droit, d'accord, que ces personnes, rien qu'avec ces éléments de bilan de chiffre d'affaires annuel sur 5 ans et ce bilan de cette nouvelle année, peuvent justifier de cela une poursuite en justice en disant, regardez, ça a joué sur notre économie et pour preuve, un groupe suffisamment important de personnes qui portent la même plainte. Oui, bien sûr, il n'y a pas de difficulté en théorie. La loi permet tout à fait à quelqu'un de saisir la justice pour obtenir des dommages d'intérêt à l'encontre de quelqu'un qui lui a causé un préjudice. La question toujours la plus délicate, c'est de savoir quelle est la faute, identifier qui est à l'origine de ce préjudice. Bon, là, c'est assez facile puisqu'on est dans un cas très pratique, très concret. Mais ensuite, il faut pouvoir imputer ces faits-là, c'est-à-dire dire qui est-ce qui les a faits. Individuellement, physiquement, c'est pas simplement un groupe, un groupement, quelque chose d'informel. Il faut que ce soit une personne qui ait la personnalité morale, soit une personne physique, bien sûr, soit une organisation. Et une fois qu'on a établi ces deux choses-là, il faut qu'il y ait une relation de cause à effet direct entre la faute qui a été commise au départ et le préjudice causé, avec quelque chose qui permette de bien montrer que ce préjudice-là est le résultat de cette cause-là. Merci, monsieur le procureur. Donc, je ne sais si nous aurons le temps, mais nous nous retrouvons dans 30 secondes. Nous devons maintenant voir avec vous. Donc, on a vu blocage mobile, immobile, conséquences d'un point de vue économique,
pour certains, mais nous devons voir maintenant au niveau matériel concrètement, puisque des barrages peuvent susciter des absences de secours pour les pompiers, des absences de secours en cas d'agression puisque la police ne peut plus intervenir, des absences auprès de, excusez-moi, mais des accidents notamment, c'est-à-dire des véhicules qui se retrouvent abîmés en essayant de passer dans un barrage, ou carrément vous perdez votre voiture même si vous gardez la vie, et jusqu'à en perdre la vie. Quelles sont les responsabilités pour chacun, puisque on va parler, est-ce que la DDE, quand on parle des routes, a une responsabilité? Est-ce que les mairies, est-ce que la région qui s'occupe de certaines rues a une responsabilité? Est-ce que les pompiers qui n'ont pas pu venir ont une responsabilité? Est-ce que la police qui n'a pas pu permettre aux pompiers de venir à temps, ou le SAMU, qui a des responsabilités ou pas? Est-ce pénal ou civil? Mais monsieur le procureur, on retrouve dans à peine 30 secondes. Merci. Procureur, merci d'être resté parmi nous. Alors maintenant, en venant aux conséquences physiques et purement matérielles, peut-être associées uniquement à des individus. Aujourd'hui, en fonction du placement d'un barrage, qu'il soit de véhicule, qu'il soit fixe, parlons déjà des preuves. Parce que vous dites, il y a encore un instant, qu'il faut pouvoir nommer. Il ne faut pas dire tel mouvement ou appartenait à, mais il faut presque citer comment avoir des preuves aujourd'hui, quelles preuves que vous prenez en compte. Il faut, effectivement, le terme est exact, il faut citer. C'est-à-dire qu'il faut demander des comptes à celui qui les doit et à personne d'autre. Donc il y a une question de preuve, il y a une question d'identification de qui est le vrai responsable ou qui est dans la chaîne des responsabilités. Puisque, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a à la fois des gens qui sont directement responsables parce qu'ils ont fait une action qu'on appelle positive, c'est-à-dire qu'ils ont frappé, ils ont donné un coup, ils ont provoqué directement la catastrophe. Et il y a des gens qui la provoquent parce qu'ils ont oublié ou qui se sont abstenus de faire certaines choses pendant un certain temps. Merci. Alors, quelle différence devront faire entre des barrages et la responsabilité ou la sanction pénale et la sanction civile? Qu'est-ce qui peut faire que le on sera sanctionné de point de vue civil ou de point de vue pénal? Aidez-nous à comprendre que ça veut dire pénal et civil. Oui, ben le pénal, c'est quand c'est vraiment très grave. C'est-à-dire la prison. Voilà, c'est quand c'est vraiment, quand la faute elle-même est excessivement grave, elle est sanctionnée par le code pénal. Mais toutes les fautes, y compris celles qui n'ont pas cet élément de gravité, entraînent la possibilité pour celui qui en est victime de demander une indemnisation, de demander à être indemnisé du préjudice qu'il a subi. Merci. Et nous devrons voir aussi les facteurs aggravants. Monsieur le procureur, en venant maintenant, quand il y a des barrages sur des lieux, parlons des lieux et leur visibilité. Et après, de la responsabilité de chacun de ceux où ces lieux sont censés être, que ce soit l'acteur et celui qui est censé être responsable, même de manière passive, mais qui a un titre de responsabilité. Que dit la loi par rapport à celui qui construit un barrage? Que dit la loi concrètement? C'est pénal, c'est civil, et qu'est-ce qu'il risque? Bon, construire un barrage sur une voie publique, c'est un délit, c'est donc du pénal. Mais c'est aussi un délit qui peut causer un préjudice à des personnes qui passent par là. Qui ont un accident, qui subissent à cette occasion-là divers inconvénients, qui perdent un bien, etc. Donc il y a à la fois une responsabilité devant la collectivité au pénal, une responsabilité individuelle par rapport à celui ou à celle qui a été directement et personnellement victime de ce qui s'est passé. Alors tout de suite, faisons une différence. Un barrage sur une route ou un chemin donc, qui concerne tout le monde, et un barrage devant un commerce, une mairie donc, qui concerne quelques personnes, mais quelques rares personnes. Quelle différence fait la loi et que dit la personne? Il y a un qui est civil, l'autre qui est pénal, ou les deux peuvent être pénals? Non, les deux peuvent être pénals et en tout cas tous sont civils. Merci. Monsieur le procureur, aujourd'hui, l'auteur, on vient de parler des auteurs désormais, qui font un barrage. Maintenant, c'est presque une invitation à chacun à avoir des preuves, même pour ceux qui demain seraient victimes. Mais aujourd'hui, que dit la loi sur les responsables, je dirais passifs, mais qui ont accepté des responsabilités, des titres, et donc qui a un prix? Quand un barrage, quel qu'il soit, voiture brûlée, terre, immondice, arbre, mais que c'est sur une autoroute, que c'est dans un rond-point, que c'est sur une voie nationale, comme on dit des RN1, RN2, etc., sur une route communale, dans une rue de section, qui est responsable de chacun de ces éléments, hors barrage déjà? Vous savez, c'est très simple. À partir du moment où il y a une atteinte à une liberté fondamentale,
Là, c'est l'ordre public, c'est aussi la sécurité publique. Il y a une série d'autorités qui sont prévues par la loi comme étant en devoir de rétablir cet ordre, de rétablir cette sécurité pour leurs concitoyens. Alors c'est pour l'essentiel, premier responsable, c'est l'autorité la plus locale, c'est le maire. Mais c'est aussi l'État dans ses différentes composantes, enfin peu importe, c'est aussi l'État. Et ça peut être sur certaines voies qui sont de la responsabilité de collectivités territoriales plus importantes, comme les voies nationales par exemple, sont de la responsabilité du conseil régional. Et donc chacune de ces autorités dans sa partie a le devoir de garantir à tous les citoyens la sûreté, la sécurité dans le passage et dans l'usage de cette voirie. Je tourne et je répète la même chose parce que c'est la pédagogie que nous faisons. L'auteur du barrage, qu'on le trouve ou pas, lui, il sera sanctionnable. Il est sanctionné si on le trouve d'un point de vue pénal et civil. Et au minimum civil. Oui. Civil s'il y a, pour le principe, civil s'il y a des dégâts, et pénal, voir s'il y a même des morts et des blessés. Civil, c'est toujours s'il y a des dégâts. Hein. Pour le principe, ça peut être éventuellement le pénal. D'accord. Ok. Maintenant, vous dites qu'en dehors de l'auteur, qu'on le trouve ou pas, en plus, ou au minimum, si le barrage, qu'il soit véhicule immondice, etc., est sur votre commune ou une commune que vous traversez, aujourd'hui, la loi vous dit que le maire a la responsabilité de ôter tout cela, même si ce n'est pas de son fait. Vous nous dites qu'aujourd'hui, si c'est sur une route nationale, donc les RN1, RN2, etc., donc on va dire les grandes voies qui relient les communes au minimum, là c'est la responsabilité, on va dire, du conseil régional. C'est bien ça que j'ai compris. Oui, c'est ça. Et aux Antilles, il n'y a pas vraisemblablement d'autoroute. Alors, est-ce que la DDE a une responsabilité elle aussi? Et à quel niveau, quand vous citez l'État, que l'État a une responsabilité de déblaiement? Parce que c'est un peu de ça dont on parle. Non, mais la DDE, elle n'a pas de responsabilité en tant que telle. C'est un service public qui est au service, selon le moment, de l'État ou de la collectivité territoriale compétente. L'État. Peu importe. L'autorité administrative, elle a le devoir de rétablir la sécurité, elle a le devoir de rétablir l'ordre public sur la voie dont elle est responsable, dans la mesure du possible, Monsieur Malaël, dans la mesure du possible. Parlez de qui là, administrative? Écoutez-moi bien, dans la mesure du possible. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire le reproche, bien sûr, à une autorité de ne pas le faire, alors que c'était impossible de le faire, pour des raisons qui sont liées soit à des raisons purement physiques, parce que c'est la nuit, parce qu'il n'y a pas d'éclairage, parce qu'il n'y a pas d'électricité, enfin peu importe, ou que ce soit pour des raisons qui sont liées à la violence dont il est fait usage sur le barrage en question. Une violence à laquelle on ne peut pas répondre autrement que par la force publique. Et là, il n'y a qu'une seule autorité qui est responsable de l'emploi de la force publique, c'est l'État, c'est-à-dire c'est son représentant dans le département, c'est le préfet. Et donc, c'est l'autorité préfectorale qui va décider ou pas, c'est son appréciation, c'est sa responsabilité de mettre en œuvre la force publique pour empêcher, si vous voulez, ceux qui voudraient s'opposer au déblaiement du barrage de rester sur place. Et ensuite, une fois que ce barrage est dégagé, c'est au maire, éventuellement si le maire ne fait rien, au préfet qui se substitue à lui, de faire procéder à l'enlèvement des objets, des encombrants qui viennent obstruer la circulation. Mais vous m'accorderez de ne pas accepter, de ne pas me satisfaire en tout cas de votre réponse. Puisque une vie, c'est une vie, un bien, c'est un bien. Il y a des personnes qui ne pourront s'acheter de toute leur vie et faire pour seul crédit une voiture à 8 000 voire 7 000 euros. Et de perdre cette seule voiture, et de perdre cette seule mobilette, ou que mon enfant perd un bras même s'il reste en vie, ou de perdre mon enfant, mon mari, ma femme ou mon nourrisson, je crois que personne ne se satisferait d'une réponse. Donc, qui serait... Si, dans la mesure du possible, c'est trop facile, le mot mesure du possible, parce que face à des politiciens qui connaissent très bien le verbe, il y a toujours la mesure du possible qui n'est jamais possible. Ce que je veux savoir, monsieur le procureur, est-ce qu'aujourd'hui, parce que nous sommes des îles, donc il y a toujours des sociétés de BTP, il y a toujours des sociétés qui ont des véhicules, des tracteurs, des choses comme ça, d'accord, pour soulever et faire des choses. Est-ce que la loi dit qu'il y a un minimum de temps? Je comprends ce barrage est fait dans la nuit et que dans la nuit un événement se produit. On comprend tous, d'accord? Mais qu'aujourd'hui, si un barrage est resté 2 jours, alors que dans toutes les communes, il y a des sociétés que vous auriez pu louer, déficitaires ou pas, à votre commune ou votre région, est-ce que quiconque a été victime est en droit de poursuivre, que ce soit la région, c'est une route nationale, de poursuivre la mairie quand c'est dans sa mairie et qu'on sait que le barrage était là depuis 2 jours, préfecture ou pas, police ou pas? Est-ce qu'on va attendre qu'il y ait des morts à chaque fois? Deux réponses. La première, c'est que
on peut toujours, c'est même quelque chose qui est parfaitement reconnu par la loi, demander des comptes à quelqu'un devant la justice, que ce soit la justice judiciaire, la justice administrative, selon l'autorité finalement dont la responsabilité est mise en cause. On peut toujours le faire, il faut le faire. Bien. Deuxième chose, on ne pourra jamais reprocher à quelqu'un de faire ce qu'il ne peut pas faire. Voilà. D'accord. Donc, là, vous voyez bien, c'est une question d'appréciation, à chaque fois, au cas par cas. On se retrouve juste dans un instant pour faire la conclusion. Merci. Monsieur le procureur, merci de me tenir cette conclusion avec nous. Nous avons face à nous des personnes qui ont été victimes, qui ont besoin de réponses. Et l'avantage, et je m'excuse si ce tourne en inconvénient, l'avantage c'est que nous avons un procureur, c'est une première, je crois même au niveau national, qui accepte de répondre et qui n'a pas peur de la franchise. L'auteur du barrage, tous ces clairs pour tous, on porte plainte contre lui. Il y a une responsabilité au niveau de la région, il y a une responsabilité au niveau de la commune si c'est une route communale. Maintenant, monsieur le procureur, est-ce qu'un maire ou est-ce qu'un responsable de région peut se satisfaire en disant que je n'étais pas informé alors que ça a pris 2 jours, ou même 24 heures, c'est beaucoup 24 heures? Est-ce qu'un maire d'une commune peut se satisfaire en disant que j'ai fait une déviation, et une déviation qui éventuellement, si ces auteurs de barrages sont nombreux, peuvent aussi retirer ces panneaux de signalisation qui peuvent, par incidence du coup, causer une mort? Quel est concrètement ce que l'on est en mesure d'attendre d'un maire et en absence de quoi avoir raison de porter plainte? Est-ce qu'on peut se satisfaire de dire j'ai mis des panneaux qui signalaient une déviation? Est-ce qu'on peut se satisfaire de ça aujourd'hui en France? C'est une certitude qu'on peut tout à fait demander des comptes à n'importe quelle autorité responsable de ce qu'elle a en charge. Et donc le maire, vous l'avez évoqué, les présidents de l'exécutif de certaines collectivités territoriales, la région, le département, l'État bien sûr, toutes ces autorités peuvent voir leur responsabilité engagée parce que quelqu'un a subi un préjudice matériel ou physique à la suite de l'absence de prise en compte ou de traitement dans un temps raisonnable, dans un temps normal, de quelque chose qui est venu atteindre sa sécurité ou atteindre la sûreté dans sa circulation, par exemple. Ensuite, c'est une question d'appréciation à chaque fois. C'est pour ça que c'est très difficile, c'est même, à mon avis, déraisonnable, si vous voulez, de chercher à donner une réponse qui soit universelle. C'est chaque fois un cas particulier. Est-ce qu'effectivement l'autorité en question a été informée? Première question. Informée, ça veut dire quoi? Je vous dis, voilà, c'est aussi des questions que se posera le tribunal, si vous voulez. Est-ce qu'il était informé? De quoi a-t-il été informé, si vous voulez? Deuxième chose, est-ce qu'il a fait quelque chose? Oui, non. Est-ce que s'il a fait quelque chose ou s'il n'a rien fait, c'était suffisant? Pourquoi est-ce que ça n'a pas été aussi efficace qu'on l'aurait voulu? La preuve, c'est qu'il y a eu précisément un accident. Est-ce que le fait que finalement l'accident est intervenu est le résultat d'une négligence coupable, de la part coupable, j'insiste bien sur le terme, de la part de cette autorité ou pas? Voilà, c'est vraiment ça, les questions que vont devoir se poser la justice. Et il n'y a pas, pardonnez-moi, de réponse préconçue, il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas d'a priori favorable pour les uns ou défavorable pour les autres. La justice essaye le plus possible, je veux dire, d'avoir une vision objective, cas par cas. Monsieur le procureur, en termes d'éclairage maintenant, normalement, partout ça s'est éclairé. Est-ce que là aussi, il y a une différence en termes de responsabilité d'éclairage? L'éclairage dans les communes, c'est qui? L'éclairage sur les routes communales, c'est qui? Sur les routes nationales, c'est qui? Et quand en plus, on cumule donc des facteurs, barrage, non-assistance, moi j'ai envie de dire de personnes en danger parce que vous acceptez des titres populaires pour des responsabilités. Donc, c'est où il doit y avoir aussi un prix. Tout le monde doit payer. Pas simplement la famille du mort ou de celui qui a perdu sa voiture ou qui a perdu un bras, et etc. L'éclairage s'éclit. Si en plus, l'éclairage ne marchait pas. Moi, je vais vous dire, c'est l'honneur d'un vrai responsable de rendre des comptes. Voilà, c'est son honneur. C'est ça qui fait la grandeur vraiment de sa fonction. Et donc, c'est absolument normal qu'il rende des comptes. Maintenant, on ne peut pas imputer, c'est-à-dire mettre sur le dos de quelqu'un l'ensemble des malheurs du monde et des circonstances diverses qui peuvent avoir comme résultat une catastrophe, un accident, Monsieur le procureur, un décès. Le fait est que si tous on savait que ça faisait des semaines et des mois avant même barrage
que cette section, ce lieu n'était pas éclairé, donc il y avait une négligence délibérée, que vous savez qui existe aussi dans nos territoires, d'accord? On laisse courir, d'accord? Que aujourd'hui, le cumul de facteurs révèle cette absence cumulée en des années. Oui, j'ai compris. C'est à qui la responsabilité de l'éclairage? Je vais essayer d'être très clair. Je vais faire la chose que je vous ai dit tout à l'heure, mais à l'inverse. Si je veux dire, quelqu'un qui laisse quelque part quelque chose dont il sait que c'est parfaitement dangereux, dont il ne peut pas ne pas ignorer le danger pour autrui, est quelqu'un qui verra ses responsabilités pénales, en tout cas civiles, engagées devant les tribunaux si celui qui en est victime dépose plainte. C'est très clair. Voilà. Mais il faut qu'il y ait vraiment l'établissement d'une négligence coupable de quelqu'un qui a été en mesure d'apprécier exactement le danger qu'il faisait causer à celui auquel le malheur est finalement arrivé. Monsieur le procureur, vous savez très bien, parce que je suppose que vous aussi vous l'avez vécu, puisque vous êtes parmi nous, même moi je l'ai vécu, eh bien, des fois vous avez des barrages en descente de Morne, dans des virages. Là, est-ce que c'est un facteur aggravant? Mettre un barrage sur une voie rapide, une nationale, est-ce que ça c'est un facteur aggravant? Puisque justement, c'est ce que je vous le disais en ouverture d'émission, qu'il y a des voies où on vous invite justement à rouler à plus de 60 km/h. Donc, est-ce que mettre un barrage, déjà, c'est condamnable, mais mettre un barrage sur une nationale et un lieu au moment où vous l'avez mis, vous savez que ce n'était pas éclairé depuis plusieurs semaines, je parle à l'auteur, que vous l'avez mis à des endroits où vous savez, parce que vous-même vous avez votre code, votre permis, et qu'on découvre après que vous-même vous êtes un majeur, vous avez une voiture, donc vous connaissez le code de la route. Vous l'avez mis à des endroits où vous savez que les gens sont censés rouler à plus de 60 km/h. Est-ce qu'aujourd'hui, l'on peut dire que le fait de mettre un barrage, je ne dirais pas plus qu'une voie de section, mais sur une route nationale, c'est aussi un facteur aggravant parce que vous n'êtes pas censé ignorer que là, les voitures roulent plus vite. Oui, dans une circonstance telle que vous la présentez, on est non seulement, si vous voulez, susceptible d'être poursuivi pour le barrage lui-même, mais on peut être poursuivi pour la mise en danger physique d'autrui. C'est une infraction qui est gravement sanctionnée, plus gravement sanctionnée d'ailleurs que le barrage. Donc, vous voyez, dans cette circonstance-là, quand il y a vraiment quelque chose qui est fait pour faire mal, dont on sait que ça ne peut pas être autrement que finalement un résultat catastrophique, on est poursuivi au pénal sur la mise en danger de la vie d'autrui. Et monsieur le procureur, vu ce que nous venons de dire, en aucune circonstance, quelle que soit l'imprudence de la personne qui était dans son véhicule, qui a perdu que son véhicule, qui a fait des tonneaux, ou quelle que soit l'imprudence de la personne qui sera à moto ou à bicyclette, et etc., ne peut réduire la responsabilité pénale ou civile de ceux qui ont fait les barrages ou de ceux qui étaient responsables des lieux, maire, région et tout ce que nous avons cité, et État, en disant « Ah oui, mais roulait vite. Ah oui, il n'a pas freiné à temps. » Est-ce qu'aujourd'hui, des personnes seraient crédibles en venant sortir « Je reconnais avoir mis le barrage, je reconnais c'est ma responsabilité, mais cette personne roulait trop vite. » Roulez trop vite ou pas, vous êtes quand même coupable, si vous êtes coupable. Oui, mais là vous évoquez le fait de quelqu'un qui est en train de se défendre contre une accusation. Alors ma foi, c'est la responsabilité de celui qui se défend d'utiliser des moyens de défense qui soient dignes. Voilà, je me fais comprendre, qui soient dignes. Voilà. Bon, maintenant, celui qui se défend, il a le droit d'utiliser absolument tous les moyens qui sont à sa disposition. Et de dire même ce qui peut-être, dans l'esprit de beaucoup, serait quelque chose de complètement indigne, de complètement en dehors de toute morale. Merci, monsieur le procureur. Je ne saurais conclure cette émission sans qu'on rappelle aux personnes les peines qu'elles encourent à construire des barrages et les peines qu'encourent des personnes qui n'auraient pas assumé leurs responsabilités. Est-ce qu'on peut citer 2-3 peines, exemples de peines, pour rappeler aux personnes que la loi aussi est là pour veiller à ce que des personnes ne meurent pas et ne perdent pas leurs biens? Oui, construire un barrage, c'est une peine d'emprisonnement de 2 ans maximum qui est encourue pour avoir obstrué une voie publique. Et il y a des circonstances aggravantes qui sont tout à fait à prendre en compte quand quelqu'un est blessé ou quelqu'un est décédé, bien sûr, sur ce type d'obstacle-là, puisque là, on est en blessure ou en homicide involontaire et on peut être poursuivi avec des peines encourues encore plus importantes.
C'est vrai aussi pour ceux qui, sachant qu'un danger existe, qu'on pouvait facilement y parer et qu'ils ne l'ont pas fait alors qu'ils savaient que ce danger existe là. À ce moment-là, on est en responsabilité indirecte, c'est vrai, mais c'est une responsabilité pénale qui peut aussi être mise en jeu. Juste en une seconde, est-ce qu'on peut dire des témoins, des personnes qui ont vu les personnes construire les barrages et qui savaient que c'était une mise en danger d'autrui, en moins de 30 secondes si vous voulez, et qui n'ont pas raisonné ces personnes, qui s'en fichaient, les ont laissés faire, est-ce que quelque part on peut dire qu'ils sont complices ou qu'il y a, vous voyez, un acte condamnable? Et dernier mot, si en 30 secondes on a le temps, s'il apparaissait qu'une personne connue, célèbre, ou responsable d'un mouvement social est à l'origine d'un barrage, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que sa peine soit sanctionnable davantage? Il y a deux En 20 questions, secondes. il y a deux questions qui sont quand même très différentes dans ce que vous dites. Il y a la situation des gens qui voient un obstacle et qui ne font rien. Voilà. Bien. Il faut vraiment qu'il y ait un danger immédiat pour pouvoir poursuivre quelqu'un pour son abstention. Un danger immédiat sur lequel il puisse faire quelque chose sans risque pour lui-même. S'il le savait, quelle est leur peine? C'est une peine d'emprisonnement aussi qui est prévue, peu importe. Mais maintenant, je me permets quand même bien d'insister. En France aujourd'hui, la loi n'oblige pas à faire de la délation, à dénoncer les gens, à les poursuivre ou à les obliger à faire ceci ou à faire cela. Ça, c'est la responsabilité des autorités, pas de n'importe quel citoyen. D'accord. En 20 secondes, en 10 secondes maintenant, s'il apparaissait qu'une personne célèbre, qu'un haut représentant était à l'origine d'un barrage qui aurait entraîné la mort, est-ce que l'on peut s'attendre que la loi soit davantage sanctionnable, monsieur le procureur? Il faut vraiment, à ce moment-là, il faudrait vraiment que ce responsable-là ait pris une décision par rapport à ce barrage-là, spécifiquement à ce barrage-là, qu'il en soit vraiment le concepteur, l'organisateur. Le cerveau même. Oui, peut-être le cerveau même, mais vraiment pour ce barrage-là. Je ne parle pas pour... D'accord. Pour l'ensemble, si vous voulez, d'un mouvement social. Mais pour ce barrage-là, si on établissait cette responsabilité, oui, bien sûr, on pourrait arriver... Davantage, sanctionner davantage. Bien sûr. Monsieur le procureur, je vous remercie. Mais qui ne sont pas sous la réglementation très spécifique des autoroutes. Merci, monsieur le procureur. Donc aujourd'hui, sur les îles, on pourrait dire qu'ils soient Guadeloupe, Martinique, Guyane, sur les routes nationales, on ne peut pas attaquer, entre guillemets, des personnes qui nous mettent dans la difficulté parce qu'elles roulent seulement à 10 km/h. Pour éclaircir déjà ce point. Non, sur la base de sauf si vraiment c'était un élément de danger, une intention volontaire d'entraver la circulation, là on est dans un autre registre. D'accord. Mais quelqu'un qui ne pourrait pas rouler plus que cette vitesse-là, je pense en particulier à un véhicule qui serait, par exemple, un véhicule vraiment professionnel, qui n'est pas fait pour aller vite, ou un véhicule qui est en panne, on ne pourrait pas reprocher la chose. D'accord, mais on parle de masse aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que la loi dit quelque chose sur les défilés de piétons maintenant? Est-ce que même si c'est autorisé, on a le droit de vous autoriser à marcher sur une autoroute, quel que soit le motif, grève ou mouvement social, route nationale? Parce que là, c'est même plus du 10 km/h, c'est même pas du 3 km/h. En tout cas, les manifestations publiques, qu'elles soient revendicatives, comme ce que vous évoquez. Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qu'apparemment des gens ignorent, des délinquants secrets se font et se donnent même de la considération. Nous allons voir avec vous aujourd'hui le thème barrage et responsabilité pénale et responsabilité civile. Mais nous allons citer toutes les catégories des responsables, qu'ils soient actifs, passifs, parce que la loi vous donne des responsabilités et à vous de les assumer. Mais déjà, je vous laisse quelques mots. Bien, à chaque fois que l'on cause un préjudice à quelqu'un, que ce soit à l'occasion de la commission d'une infraction ou pas, on a une responsabilité et cette responsabilité entraîne le devoir, éventuellement avec une décision judiciaire pour celui qui a commis les faits, de rembourser, d'indemniser le préjudice qu'il a causé. C'est ce qu'on appelle des dommages et intérêts. Merci. Alors nous verrons des barrages, qu'ils soient dans des lieux privés, enfin à proximité d'immeubles ou de commerce, des barrages sur la voie publique, mais aussi des barrages dans des endroits qui soient aéroportuaires, maritimes, mais aussi des autoroutes
des voies rapides, que dit la loi, dans des ronds-points, avec des véhicules, avec des natures mortes, j'ai envie de dire, des détritus, la nuit, en des lieux non éclairés, toutes ces responsabilités, qu'est-ce qu'il en court pour chacun? Mais voyons tout de suite, monsieur, est-ce que d'un point de vue juridique, il y a une appellation ou un mot plus correct pour cette notion de barrage? Le barrage, c'est une entrave à la circulation publique. Donc c'est sanctionné pour l'essentiel quand c'est sur une voie pour faire circuler les voitures par le code de la route. Il y a des articles du code de la route qui prévoient que c'est une infraction grave puisqu'elle est sanctionnée de 2 ans d'emprisonnement maximum. Merci. Code de la route. Justement, monsieur le procureur, code de la route, est-il bien dit que sur les autoroutes, et détrompez-moi tout de suite, et voir les routes nationales, que le minimum en circulation, c'est 40 km/h? Je me suis trompé sur l'un des deux ou c'est vrai pour les deux? Non, il y a des routes qui sont effectivement avec un minimum pour circuler, mais ce n'est pas le cas de l'essentiel des voies publiques. D'accord. Nous sommes en tout cas d'accord. Autoroute et route nationale, le minimum, c'est 40 km/h. Non, je n'ai jamais dit que le minimum était 40 km/h. Il n'y a pas de minimum à vitesse sur la plupart des routes en France aujourd'hui. Certaines voies, oui, c'est obligatoire, mais pas celle-ci. Ok, parce que dans le code de la route, on nous apprend justement qu'il faut rouler les autoroutes et les routes nationales. Il me semble que, en théorie, sont interdites aux cyclistes parce qu'il faut pouvoir rouler plus de 40 km/h. C'est une recommandation, ce n'est pas une obligation. D'accord. Donc, est-ce que vous êtes en train de me dire qu'aujourd'hui, si des gens, au lieu de faire un barrage fixe, font un barrage mobile à 5 km/h piéton ou à 20 km/h en véhicule avec des bus ou n'importe quoi ou agricole, ça, c'est pas sanctionnable par la loi parce qu'ils sont pas hors la loi en roulant à 10 km/h sur une autoroute ou une route nationale? Si, sur une autoroute, il y a des minimums. Mais ici, il n'y a pas vraiment d'autoroute en Guadeloupe. Ce sont des voies rapides, ce sont des nationales, des grandes nationales assez larges apparemment, mais aussi sportives. Elles ne peuvent exister, elles ne peuvent être organisées sur la voie publique que si elles sont autorisées. En tout cas, si elles n'ont pas été interdites. Donc elles doivent normalement être déclarées au moins 3 jours avant, pas plus de 15 jours avant, au préfet ou au sous-préfet, selon l'endroit, qui, s'il le souhaite, s'il pense que c'est nécessaire, peut les interdire. D'accord. Donc nous sommes d'accord. Si des manifestants, des opposants, des revendicateurs, des émeutiers marchent sous des voies, quelle que soit leur motivation morale ou pas, mais n'ont jamais eu d'autorisation pour marcher sous cette voie nationale, aujourd'hui, s'ils ont pénalisé un être humain, ne serait-ce qu'un seul, lui, il est en mesure de les poursuivre en justice. Oui, alors c'est là où on est... Soyons clairs, on est direct aujourd'hui. C'est là où on est à la frontière entre le pénal d'une part et le civil d'autre part. C'est entre le préjudice qui a été causé à la collectivité. Là, on est poursuivi et condamné par exemple à des peines d'emprisonnement ou à des peines d'amende. Et le préjudice qui est causé à une personne qui a subi un préjudice, qui a eu un accident par exemple de la route. Et à ce moment-là, on doit lui payer